Vous les prenez là, vous avez Les parents d'anciens élèves, là. Oui, j'ai vu tout à l'heure, il y avait une dame qui m'a dit, oui. Bon, attends, tiens, qui c'est qui... C'est pour qui ça? On va écrire José. Pour José, parfait. Ah oui, oui. Est-ce Donc, que Ludovic, on s'est dit, il aime un sport particulier? Jean-Charles Voile. C'est notre petit. Aïe, aïe, aïe. Moi j'ai une question, ça fait combien de temps que vous travaillez sur le livre? Combien de temps on a travaillé sur le livre? L'idée, vous êtes venu comment? On a eu l'idée, on est reparti un peu quand le livre a été fini. Je me suis dit, bon, parce qu'on va nous poser cette question. Je me suis dit, on va nous poser cette question, à quel moment on a eu l'idée du livre. La première trace écrite sur le projet date de 2006. Un premier échange de messages et de projets pour voir comment le livre, comment coordonner le livre, comment le structurer pour qu'il soit intéressant et accessible aux deux publics qui sont le public du sport et le public du cinéma. On voulait vraiment que ça soit un livre fait pour les sportifs et pour les cinéphiles, et pour les cinéphiles sportifs ou les sportifs cinéphiles, voilà, peu importe l'horloge. Mais c'est véritablement en 2014 qu'on a commencé à écrire le livre grâce à François-Xavier Sier qui est par là, qui est juste derrière, qui est notre éditeur et qui a cru en nous, qui a cru en notre projet et qui nous a dit banco, on y va. Et on s'est mis en route à ce moment-là. Il y a eu 2 ans d'écriture et de coordination du livre, 2 ans pleins de travail là-dessus. On ne pensait pas que ce serait aussi important. D'ailleurs, on avait dit, sous couvert de François-Xavier derrière, on avait dit le livre va sortir. Non, mais c'est bon, dans 6 mois, on va le sortir. Bon, dans 1 an, bon, dans 1 an et demi, parce qu'au fur et à mesure qu'on explorait les sports, même si on avait fait une veille pendant ces 10 ans, on avait fait un peu une veille sur les films sportifs, on a plongé dans les sports et puis on a découvert des films que l'on ne connaissait pas. Et puis surtout ce qu'on voulait, c'est qu'on ne voulait pas s'arrêter à une cinématographie européenne ou nord-américaine. Parce qu'il y avait déjà quelques livres qui étaient sortis sur le sport au cinéma, mais qui étaient plutôt sous la forme de dictionnaire et qui étaient sortis aux États-Unis. Et donc qui s'intéressaient principalement aux films américains, ou au sport américain en tout cas. Donc il y avait beaucoup plus de films sur le baseball, le football américain. Donc là-dessus, quelque part, le référencement de ces films a été facile puisque il avait été déjà un petit peu balisé par des chercheurs aux États-Unis. Mais nous, on voulait, c'était, est-ce qu'il y a un film de baseball au Japon? Est-ce qu'il y a un film d'athlétisme en Amérique du Sud? Est-ce que voilà, donc on est vraiment allé dans toutes les cinématographies, dans tous les continents, pour voir s'il y avait des films de sport. C'est pour ça qu'on a trouvé des films de sport en Inde. J'ai trouvé un film de sport thaïlandais, de volley thaïlandais. Les Thaïlandais ont fait 2 films de volley, dont un qui est parmi quand même un des plus intéressants. Donc voilà, donc ça a été un travail assez génial parce qu'on a découvert des films de rugby qui dataient de 91, un téléfilm complètement inconnu de la BBC galloise qui était absolument génial quoi. Donc voilà. J'ai feuilleté, en feuilletant l'ouvrage, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de photos, enfin de documents. Et ça aussi, ça doit être difficile à rassembler, je pense. C'est pas pendant que je parle, je travaille. C'est pour le petit-fils de Paul. Voilà, donc oui, les photos, pour nous, l'important c'était de faire un beau livre. Ça, on voulait que ce soit un beau livre. On voulait que c'était le premier livre au monde sur ce sujet-là, parce qu'il faut quand même le dire, c'est impressionnant que personne avant n'ait pensé à faire un bouquin sur le cinéma et le sport. Et je parle dans le monde entier, c'est-à-dire aux États-Unis, vous avez 2 malheureux dictionnaires qui ne parlent pratiquement que de 90% de films américains. Alors c'est vrai qu'ils nous ont aidés, parce qu'on a pu comme ça aller chercher des films américains des années 20, des années 30, qu'on n'aurait peut-être pas trouvé. Mais voilà, c'est tout. C'était un dictionnaire en plus sans photos, sans rien. Il n'y a aucun beau livre sur le cinéma et le sport. Or pourtant, bon voilà. Donc nous on s'est dit, il y a vraiment on est obsédé par le sport, obsédé par le cinéma. Et donc on voulait un beau livre et on voulait trouver des photos. Donc on a été chercher des photos absolument partout où on pouvait les trouver. Alors, il y a des photos, alors après c'est le problème des droits bien entendu, on a des photos de l'équipe par exemple, les photos de Belmondo que vous verrez à l'intérieur sont des photos très rares de Belmondo, jeune en train de boxer, et qui sont des photos qu'on a découvertes à l'équipe.
qui est une photothèque absolument hallucinante. Il y a aussi des photos de Steve McQueen ou autres qu'on a trouvées là. Et puis après, alors c'est surtout, je dirais, Julien qui a cherché. Le musée Gaumont nous a donné des photos. Voilà. Après, il faut négocier les droits. On en achète quelques-unes. On négocie les droits de gratuité pour d'autres. Et puis pour d'autres, on cherche. On a des mails et des mails de recherche. On ne trouve personne qui nous répond. On décide de la mettre ou de ne pas la mettre. Si on la met, on met ce qu'on appelle droit réservé, c'est-à-dire qu'on attend que quelqu'un se dise « attendez, vous avez pris notre photo sans rien, si, on vous a cherché, on vous a pas trouvé ». Et on paye, mais je veux dire que les photos sont pas, je veux dire, c'est pas hors de prix, sauf que là il y en a 600, et que 600 même pas hors de prix, ça montrait voilà, donc quasiment, à part pour l'équipe qui nous a fait payer un petit peu les photos, mais vraiment très peu, et puis elles étaient tellement originales qu'on n'a pas hésité. Toutes les autres ont été gratuites, offertes. Alors après certains disent on la veut pas en pleine page, on la veut, faut pas que vous dépassiez une demi-page. Voilà, c'est des petites choses de détail. Mais voilà. Et là, la mise en page, moi je voudrais souligner que pour moi il y a une mise en page et que tout le monde signale, tous les journalistes qui l'ont vu l'ont dit, mais il est fabuleux ce livre au niveau de la mise en page et tout. Et ça c'est un monsieur qui s'appelle Cyril. Ça a été notre graphiste et celui qui a fait la mise en page, qui a fait un boulot fabuleux, quoi. Vraiment fabuleux. Et en plus, si vous voulez, avec deux énergumènes comme nous, c'était infernal au niveau du boulot, parce qu'on lui a rajouté des trucs. On disait, tiens, on a trouvé un nouveau film. On disait, non, il faut arrêter, quoi. Moi, on n'y arrivera pas, c'est pas possible. Voilà. Mais, voilà, tous s'y sont mis, même, je dirais, on a quand même démarré un contrat à 300 pages, on est à 464. Il faut des éditeurs fous comme François Xavier pour que ça marche. Je veux dire, on l'aurait fait chez Gallimard, il nous aurait dit c'est 300 pages et pas une de plus, vous vous débrouillez comme vous voulez. Et on n'aurait pas fait un bouquin de cette qualité-là, quoi. Alors voilà. Bon, maintenant il faut qu'il irrigue un peu partout et puis qu'on puisse Mais voilà, je pense que c'est donc les photos. Il y en a des rares, il y en a des qu'on a découvert vraiment, même la photo de couverture est fabuleuse, hein, elle s'est imposée d'emblée, si vous voulez, parce qu'il y a quand même, sur la photo, il y a à la fois le cinéma et le sport. Vous avez Sylvester Stallone qui sera plus tard l'icône de la boxe avec Rocky. Vous avez Michael Caine, qui est quand même pour moi un des grands acteurs. Vous avez Pelé, qui est le summum du football. Et puis John Huston, qui est moi un de mes cinéastes préférés, donc voilà. Donc voilà, toutes ces photos, moi j'adore les photos de Belmondo à la fin de la boxe, on a fait 2 pages sur Belmondo, et sont des photos que, voilà, on a toujours l'habitude de le trouver, voilà, comme ça, moi je pense que c'est un bouquin qui va faire son... Bon, il est à 59 €, c'est pas un cadeau qu'on peut faire, voilà, mais à Noël, c'est un très beau cadeau de Noël, ça. Non mais... Moi, je dirais que vu la qualité, on pouvait pas faire à moins de toute manière, quoi. Voilà. Il y a beaucoup de sportifs. Une question technique au point de vue droit des images. Les affiches de films sont a priori des objets de promotion du produit film. Est-ce qu'un éditeur doit payer des droits sur les affiches de films? Bonne question, merci d'avoir posé. Non, ouais, c'est ça. Tout dépend s'il y a eu une cession de droits de la part du créateur de l'affiche au distributeur et au producteur du film. Donc on rentre dans des choses compliquées. Donc nous, on demande l'autorisation à la production, parce que normalement c'est la production qui, une fois que le film est sorti du secteur de distribution, c'est la production qui a les droits, généralement, à qui revient les droits. Donc moi je demandais toujours à la production l'autorisation d'utiliser ou l'affiche ou la photo de l'image. Et voilà, ils nous disaient oui, ils nous disaient non, et puis... on la mettait ou pas, mais c'était essentiel qu'il y ait autant d'images dans le film, dans le livre, pour réussir aussi à véhiculer une sorte de partage et de passion, parce que le cinéma c'est avant tout des images, et quand on se raccroche à des images, c'est beaucoup plus, on rentre déjà beaucoup plus dans le livre, et ça nous fait déjà rêver, voyager, voilà, autre que, après voilà, il y a beaucoup de textes aussi dans le film, dans le livre, 2 fois le lapsus, tiens. Et donc il y avait une discussion sur est-ce qu'il y a beaucoup de femmes sportives. On en a interviewé, on a fait attention à ce que on a Catherine Lacoste qui a été championne de golf, on a Myriam Lamar qui est une boxeuse, qui a été championne du monde de boxe, on a Patricia Djaté qui a été une grande coureuse d'athlétisme française, qui a toujours le record de France de 800 mètres, je crois, elle l'a perdu celui du 1500 il n'y a pas longtemps. On a Muriel Curtis.
Dans les sports d'équipe, le basket. Non, En basket, on a Rava. En volleyball, volley, on a Rava. volley, Victoria Rava. Victoria Rava. Pardon. En Qui tennis, l'anglais, on a- mais en fait, là, moi je parle des sportifs Des qu'on a sportifs, interviewés voilà, exactement. dans le livre. oui, Si on n'avait pas c'est interviewé interviewé. Suzanne Langlaine, on aurait bien fait, mais malheureusement c'est plus possible. Non, Les non, mais sportives. Après, le cinéma et le sport est aussi à l'image, enfin le livre aussi à l'image de l'époque et de ce qu'est le sport aujourd'hui et de ce que véhicule le cinéma sportif. C'est-à-dire que le sport c'est quand même une passion qui est majoritairement partagée par des hommes quand même. Voilà, faut le dire. Et donc du coup le cinéma qui parle de sport parle majoritairement de sportifs et non pas de sportives. Et des films autour de sportifs sont plus rares. Donc dans le livre, il y en a moins que des films sur le sportif. Voilà. Nous, on se fait vraiment le miroir de... Voilà. On a fait attention à quand il y avait un film autour d'une femme, autour d'une sportive, on l'a mis prioritairement par rapport à un film peut-être de meilleure qualité qu'un film masculin. C'est-à-dire qu'on a fait attention aussi que le livre soit représentatif au maximum de l'importance des films. C'est-à-dire que, par exemple, sur le foot, il y a un nombre, ou sur le football américain, un nombre incalculable de films américains. Voilà. S'il y avait un film, on a sélectionné 70 ou 75 films en football américain, mais s'il y avait un film cubain ou japonais qui était peut-être pas bon du tout, bien moins bon que les 150 films américains, on a quand même privilégié de le mettre pour montrer que ça existait aussi. C'est-à-dire qu'il y a eu à la fois une sélection qui a été faite par rapport à la qualité cinématographique, mais aussi par rapport au sujet et par rapport à ce que le film a apporté ou a voulu montrer. Par exemple, on parle du film Gracié en football, qui est autour d'une jeune footballeuse. Le film est bien, mais sans plus. Il y a sans doute peut-être des films qu'on n'a pas sélectionnés dans le livre de football qui étaient peut-être meilleurs. Mais voilà, on a préféré, voilà, on a essayé d'équilibrer. Oui, et puis de toute manière, je veux dire, on a quand même sélectionné à peu près 1200 films. Donc je pense qu'à part On n'est pas à l'abri d'erreur. on n'est pas à l'abri d'erreur, mais quelques érudits absolus, cinéphiles, forcenés, ils pourront pas nous dire qu'on a oublié un film important, quoi. Je pense pas. Voilà. Après. Je prendrai l'exemple d'un film qu'on n'a pas mis en box, qu'en box on aurait pu en mettre 200 de plus, hein, sans problème. C'est un film espagnol de Mario Camus, qui est un de ses premiers films. Je ne l'ai pas mis parce qu'à un moment, je me suis dit, non, il raconte une histoire qui a été déjà vue 25 fois, mieux, et mieux. Donc voilà, après Mario Camus est devenu quelqu'un, c'est vrai, un cinéaste assez important en Espagne, mais à l'époque où il fait ce film-là, c'est un de ses premiers. Il a du succès, ce film, mais c'est vrai qu'à un moment, il faut choisir, quoi. Voilà. Alors, si on avait eu plus de place, peut-être que je l'aurais mis, mais à un moment, il faut choisir. Et surtout, on a aussi un autre élément, c'est que si vous parlez dans un livre comme ça, que de films que les gens ne connaissent pas et ne peuvent pas voir du tout, parce que le film de Mario Camus est un film qui ne passe absolument nulle part, qui n'a pas de DVD, qui a 3 minutes sur YouTube, hein, on ne le trouve pas ailleurs, il n'est pas en entier sur YouTube ou quoi. Je veux dire, donc on s'est dit, voilà, il y a aussi ces choix-là. C'est-à-dire que les gens, quand ils feuillettent, ils disent, ah oui, ce film, je connais, ah oui, ce film, on peut le voir, je l'ai vu, il passe à la télé, ou voilà. Donc il y a aussi ça qui est important, c'est que le public qui va lire le livre se retrouve dedans un petit peu. Alors il s'y retrouve parce qu'il y a plein d'interviews, il y a plein de sportifs et de grands sportifs que pratiquement tout le monde connaît. Teddy Riner, vous le connaissez, Jackie Stewart en automobile, Giacomo Agostini, 15 fois champion du monde en moto. Voilà, tous ces gens-là sont dans le livre et on les a interviewés, sont des interviews absolument exclusifs. Alors quelquefois ils disent que 3 phrases intéressantes, on les a gardées. D'autres fois, Teddy Riner, j'ai pas pu lui faire dire autre chose que Rocky, quoi. Voilà. Lui, c'est film, c'est Rocky. Quand je lui dis mais quel Rocky, il dit tout Rocky. Voilà. Bon, c'est mis, il est court, c'est court ce qu'il dit. Bon, ça fait rien. C'est dedans, quoi. Voilà. Hein. Et voilà, il y a plein de. Par contre, il y en a qui parlent beaucoup. Il y a
il y a des cinéastes qui nous expliquent comment le film, on tourne des séquences de sport, quoi, parce que c'est aussi important de définir les séquences de sport. Comment un cinéaste tourne une séquence de sport pour pas faire comme à la télé. C'est-à-dire pour y amener ce supplément d'âme, ce supplément d'humanité, ce supplément de suspense ou de fiction, puisque les films qu'on a choisis sont des films de fiction, un long métrage. Alors dedans, on a bien sûr mis quelques documentaires incontournables, comme un des derniers qui vient de sortir, qui est absolument extraordinaire, qui s'appelle Free to Run, que vous avez peut-être vu, ou bien When We Were Kings sur Ali, sur Mohamed Ali. Voilà, vraiment. Mais sinon, on s'est concentré. Oui, French aussi de William Klein. Voilà, mais on s'est limité aux films de fiction long métrage, parce que sinon, ce ne serait pas 464 pages, ça serait 900 ou 1000 pages. On a en gros, enfin, tu l'as peut-être dit tout à l'heure, on a en gros un corpus de 5000 films, un peu plus de 5000 films. Voilà. Donc, et on en a sélectionné à peu près 1200, quoi. Voilà. Donc, et dans les films de boxe, il y a quand même, en particulier ces dernières années, il y a 3-4 films de boxe de filles. La Yuma, Girl Fight, Million Dollar Baby, voilà, il y en a quand même quelques-uns. Il y a aussi un film sur l'histoire vraie d'une Dambé. Oui. Voilà. Qui a écrit un livre d'ailleurs sur sa vie. Et qui a mis enfin qui a aidé à la réalisation du film de sa vie. Donc voilà, il y a et puis dans d'autres sports, oui. Et le seul film de basket hors États-Unis que j'ai trouvé, il s'attache à une fille et il est chinois, il date des années 60. Qui s'appelle Numéro 5, je crois, qui est de tête. Oui, il est dedans, oui, bien sûr, on l'a mis. Et le film, je l'ai vu, voilà, parce que ça nous arrivait de voir des films. Celui-là, il est disponible, alors je ne m'en souviens plus où est-ce que j'ai réussi à le voir, je pense sur un site chinois de streaming, donc je l'ai vu en chinois. Non sous-titré ou sous-titré en mandarin ou en cantonais. Ouais, voilà, ça nous est arrivé de voir des films... non sous-titré, oui. Ouais. Non, je ne parle pas le mandarin, mais par exemple... Et après sur des films, par exemple sur des scénographies qui étaient un peu compliquées comme ça, donc je connaissais personne qui parlait chinois, mais sur des films japonais qui étaient disponibles uniquement au Japon, comme Opai Ballet, c'est un film autour du volley avec un pitch incroyable, je vous laisse découvrir, mais c'est juste que les Japonais qui sont capables. J'ai demandé à des amis qui habitaient au Japon, en qui j'avais confiance, qui le voyaient au Japon, puisque lui il parlait japonais couramment, et qui me faisaient un retour. C'est-à-dire que c'est un travail aussi, un travail d'équipe. Ça a été fait un travail d'équipe, et on a demandé à pas mal de gens qui étaient en Asie, aux États-Unis ou ailleurs, de nous donner aussi, ou de voir pour nous, ou de nous donner des propositions. Bah on a interviewé quand même pas mal de réalisateurs américains, australiens, puisque on a interviewé chez Pizzi, on a interviewé Robert Town, Oui, Robert Town, qui est quand même le... Personne ne le connaît, mais c'est le scénariste du Nouvel Hollywood. Il a été oscarisé pour Chinatown de Polanski pour son scénario, qui a écrit beaucoup de scénarios, de Hal Ashby. Et qui a fait 2 films autour de l'athlétisme qui sont pour moi parmi les meilleurs films, qui sont Without Limits autour de Steve Prefontaine, le coureur américain. Et c'est un coureur américain qui est mort à 25 ans juste avant de faire les Jeux de 72 Munich, 76 Montréal. Montréal c'est 76 et Munich. Donc juste avant 76 qui fait Munich. Ouais. Et c'est un coureur. C'est où c'est intéressant, c'est que pour moi, Robert Town, il a expliqué que pour lui, la manière de courir de Préfontaine était une forme d'art. Et donc c'est ça qu'il avait essayé de montrer aussi dans son film. Et du coup, voilà, on a interviewé Robert Town, 82 ans, j'étais dans ma véranda, il était minuit parce que là-bas c'était aux États-Unis, il était à Los Angeles, il était midi. Et du coup, voilà, ça nous est arrivé des choses un peu incroyables sur ce livre, 3e lapsus. Mais c'est-à-dire qu'on attend si vous voulez, on a des touches. On a eu des touches avec Canal+, mais Canal+ a été complètement, en ce moment, a été bolotomisé. Et tous nos contacts, ils n'étaient pas du bon côté. Non, c'était la boîte KM qui faisait le grand journal et tout, ils ont tous été virés, donc bon, voilà. Bon. Par contre, on a maintenant une grosse touche avec OCS,
le directeur d'OCS à qui j'ai envoyé le bouquin et qui m'a dit maintenant il m'a dit avant il m'avait dit finissez votre bouquin après on voit, et il m'a dit maintenant que le bouquin est fini, on va quand même réfléchir à un documentaire sur cinéma et sport. Donc on va voir. Mais oui, pardon. Oui, juste une précision en cas de repentir ou pour soigner une frustration. Le numéro 5, le film chinois, a été présenté à Nice par Cinéma Sans Frontières parce que ce sont des fous du cinéma chinois. Donc il existe. C'est bien le numéro 5, de tête, je ne me suis pas trompé, c'est ça. Il y a une copie quelque part. Il y a une copie qui existe en France. Je l'ai vu, ça m'a pas Une copie en France. Donc, mais alors, si on en est sur les films improbables, il y a quand même un film dont j'ai oublié le titre maintenant, mais ça va me revenir, il est dans le bouquin. Je suis donc rapidement pour raconter l'histoire, parce que c'est quand même un truc extraordinaire. Je mange au Festival de Cannes avec les deux nièces de Bernadette Lafont, les petites nièces de Bernadette Lafont, qui faisaient un film sur leur grand-tante. Bon. Et on parle de moi, et elle me dit, qu'est-ce que tu fais, toi et tout. Je dis, ben voilà, je suis en train de terminer un bouquin et tout. Elle me dit, ah, mais est-ce que tu sais que Pauline Lafont a fait un film sur le foot? Je dis, ah non, alors là, vraiment pas. Elle me dit, c'est un film qui n'est jamais sorti, c'est un film chinois sur l'apparition du foot par les Européens en Chine, et avec elle qui fait Ça s'appelle comment? Est-ce qu'il faut que je le dise en chinois ou en français? Alors, en chinois, Jingdu Kyungja Soccer's Heroes, et en français, c'est une histoire extraordinaire du football. Voilà. Alors, il est jamais 87. sorti visiblement en France. Elle m'a envoyé, elle m'a dit, dès que je reviens, je t'envoie un DVD. Elle m'a envoyé un DVD qu'elle avait elle aussi pris, je ne sais pas, sur YouTube ou quoi, parce que pas de très bonne qualité, avec un sous-titre anglais. Et Pauline est là au milieu, entre un... Alors c'est à la fin du siècle, c'est un film complètement... enfin c'est intéressant, avec les Européens qui apprennent le foot aux Chinois, en se moquant d'eux bien entendu. Et il y a un Chinois rebelle, qui va tomber amoureux bien sûr de Pauline Lafont, qui est avec le joueur de foot européen totalement arrogant. Voilà. Et c'est toute l'histoire de deux équipes, l'européenne et la chinoise. La chinoise se prend 35-0 le premier match et va finir par gagner à la fin, quoi. Voilà. Donc c'est un film étonnant, surtout de la présence avec la présence de... Voilà, donc on a découvert comme ça des petites pépites, à la fois des pépites drôles et improbables, et puis vraiment des pépites au niveau des films, parce qu'il y a des choses... Il y a un film qui s'appelle Les 11 mercenaires, qui est un film de foot, qui est une parodie du film des 7 mercenaires, qui a été fait par le producteur de Trainspotting, et je peux vous dire que ça déménage, et que c'est assez extraordinaire. Il n'est jamais sorti en France, c'est dommage. On peut le trouver en DVD, voilà, mais c'est avec sous-titres anglais, hein, pas question d'avoir... en anglais, quoi, pas de sous-titres. Mais voilà, il y a des choses comme ça qu'on a découvert. Il y a quelque chose aussi qui est inédit, c'est un texte de Richard Burton autour de son dernier match de rugby. C'est que Richard Burton est gallois, et il a beaucoup joué au rugby. À un moment donné, même pendant la guerre, il a pas eu des touches, mais il y a des recruteurs qui disaient qu'il avait peut-être le niveau s'il continuait pour intégrer l'équipe nationale du Pays de Galles. Et après, bon, il a commencé sa carrière d'acteur, donc il s'est pas lancé à fond dans le rugby. Et à un moment donné, les assureurs hollywoodiens ont dit, bon là, c'est pas possible, faut que tu arrêtes le rugby, c'est pas possible. Tu peux pas arriver le lundi sur scène ou au tournage avec un nez comme ça, l'œil comme ça, une épaule en moins. Donc, il a fait un dernier match de rugby dans une petite ville minière du nord du Pays de Galles, et il raconte ce dernier match de rugby et son rapport au rugby. Et donc du coup, on a réussi à récupérer ce texte en anglais, et on l'a fait traduire. Donc moi, on a été en contact avec la veuve de Richard Burton, Sally Burton, qui nous a donné l'autorisation d'utiliser son texte. Et donc du coup, on a mis le texte pratiquement dans son intégralité, parce qu'il était très long, où il raconte son dernier match de rugby, comment l'équipe adverse essaye de lui mettre la tête dans le gazon, mais en même temps, je vous le dis pas parce que du coup c'est très drôle et c'est très bienveillant au final. Mais voilà, donc ça raconte ce genre de choses dont on ne sait pas beaucoup, mais après quand on voit un peu la tête de Richard Burton, Sean Connery, on comprend mieux son nez un peu écrasé, ses pommettes un peu saillantes là, à force de prendre des coups. Et de la même manière, Sean Connery a commencé comme culturiste. Il a fait du culturisme et après il a fait du football. Et il a été approché par des équipes professionnelles de football, et il explique à un moment qu'il s'est bien posé la question, est-ce que je pars dans le foot ou est-ce que je vais dans le cinéma, parce qu'il travaillait aussi dans le cinéma.
et il a calculé la longueur de carrière d'un cinéaste, d'un acteur et la longueur de carrière d'un footballeur, et il a dit je vais faire acteur, je pense que j'ai plus de chances de continuer plus longtemps, et c'est évident. Et il a bien fait, voilà, parce que je sais pas ce qu'il aurait fait comme footballeur, mais comme acteur, il n'y a aucun problème. Donc voilà, il y a plein de petites histoires comme ça aussi. C'est ça, Carlos Regadas, qui fait un cinéma très intellectuel et qu'on a l'impression à des kilomètres du sport. Ben, il a fait du rugby au Mexique. Et non, il a commencé le rugby en Angleterre parce qu'il a été dans une école anglaise. Et si vous aviez vu Post Tenebras Lux, à la fin, il y a une scène de rugby. Et il raconte, c'est complètement autobiographique. Et du coup, je l'ai interviewé. On a échangé avec lui parce que je voulais interroger là-dessus. Il m'a répondu. Lui, le foot, dans son premier film, ou son deuxième, je sais plus, Batalla en el Cielo, il y a une scène absolument incroyable. Pour moi, c'est une des plus belles, pas une des plus belles, mais c'est une scène de foot incroyable où il y a les deux personnages principaux qui, je sais plus s'ils font ou l'amour ou tout ça, et il y a un zoom sur une télé où il y a une scène avec un match de foot retransmis à la télé avec une musique complètement filée, enfin une musique un peu lyrique derrière qui montre très beau. Et donc Carlos Regadas est un fan de sport et a pratiqué le rugby après qu'on est retourné au Mexique. Javier Bardem a fait partie de l'équipe mexicaine espagnole de rugby par exemple aussi. Bah, Elie Chouraki était dans l'équipe de France de volleyball, pareil. Il a été et on l'a Julien l'a interviewé. Mais il y a comme ça des choses assez. Alors Non, je disais qu'à un moment donné, il fallait se cacher un petit peu d'être sportif, donc dans les milieux intellectuels, notamment. Principalement en France, parce qu'aux États-Unis, là-dessus, ils sont beaucoup plus tranquilles avec ça. Au contraire, le sport est vecteur de valeurs importants. En France, dans les milieux intellectuels, à un moment donné, il fallait se cacher d'être sportif. C'était, si on lisait l'équipe, on ne pouvait pas réfléchir au final. C'était la tête ou les jambes. Ben moi, c'est ça que je trouvais extraordinaire. On critiquait par exemple les films de Audiard, les films scénarisés par Audiard ou tout. C'était des films en général qui étaient critiqués d'une manière assez. On disait bon quelquefois que les dialogues étaient bien, mais à part ça c'était voilà. Et dans la plupart des films scénarisés par Audiard, vous avez quelqu'un à un moment ou à un autre qui lit l'équipe. Vous pouvez voir, il y a une séquence où il lit l'équipe. C'était le journal que Audiard mettait à chaque fois dans les mains quand il avait besoin de quelqu'un qui lisait un journal, c'était toujours l'équipe. Donc c'est vrai que ça participait à voilà. Les personnages sont pas très et voilà, donc ça participait. C'est pour ça que ça participait de cette séparation voilà entre eux. Et aujourd'hui, quand je vois Télérama, j'ai travaillé 10 ans pour Télérama, donc je peux le critiquer. Mais enfin, je le critique pas parce que les temps ont changé. Mais quand je vois aujourd'hui la manière dont il parle des films de Louis de Funès, je veux dire, en disant que ce sont des films extraordinaires, machin et tout. Je dis, voyons dans les années 70 ce qu'il disait des films de Louis de Funès, quoi, qui étaient des mascarades absolues, des trucs, voilà. Et là, je lisais le Oscar, c'est un chef-d'œuvre, enfin bon, ce qui est vrai d'ailleurs, c'est un vrai chef-d'œuvre de cinéma comique, il n'y a pas de problème. Et maintenant, c'est paix à son âme, on n'a plus le droit de dire du mal. Non, voilà, oui, peut-être aussi. Mais alors, dans le livre, il y a aussi. Parce qu'on pouvait pas on s'est dit on va éliminer tout ce qui c'est vraiment les films qui parlent de sport ou de sportifs, dont le sujet principal est cela. Parce que des séquences de sport, il y en a dans des dizaines de milliers de films. Mais on s'est quand même fait plaisir de temps en temps à rappeler une séquence comme ça un peu magique. Il y a, j'en citerai 3, il y a la séquence bien sûr du tennis dans Un éléphant ça trompe énormément. Et dans Monsieur Hulot. Et dans Monsieur Hulot. Non, Matchpoint, on l'a sélectionné parce que c'était. Matchpoint, on a dit que ça fonctionnait sur la question. Ouais. Le héros est un tennisman, mais surtout le scénario est basé un petit peu sur la question du est-ce que ça va tomber du bon côté ou pas du bon côté du filet. Ça commence là-dessus. Il a intégré, oui, complètement. Non, on parlait de séquence. Ouais. On a même intégré l'inconnu du Nord Express parce que je l'ai justifié parce que oui, je suis d'accord, ça n'a pas vraiment à voir avec le tennis. Si. Ah non. Ouais. Mais il est professionnel de tennis, c'est tout. Oui, voilà, ouais. Oui, mais je me suis dit que je me demandais si Hitchcock n'avait pas écrit le film juste pour ce plan-là. Le plan de la séquence du match avec l'inconnu qui ne tourne pas, qui c'est le seul à pas tourner la tête dans le public. Le plan est tellement génial que je me suis dit, voilà. Non, mais je parlais du Antonioni, j'ai un trou de mémoire. Blow Up. Blow Up. Il y a la scène de fin mimée. Voilà. Et alors, bien sûr, quand on parle de scène mimée, il y a bien sûr, on n'a pas pu, et on l'a même interviewé, Sissako, avec
Timbuktu, où il y a la scène de foot sans ballon. Voilà. Donc tout ça y est. Il y a aussi la scène que j'adore, moi, qui est une très très belle scène de boxe, excellente scène de boxe avec Depardieu dans Vincent, François, Paul et les autres. Voilà, qui sont. On peut pas passer. Bon, on en a oublié. D'ailleurs, la dernière page du livre, vous verrez, c'est une page de notes. On vous a laissé une page où vous pouvez mettre vos séquences si vous voulez, qu'on n'aura pas mis et qu'on a oublié, quoi. Parce que on a, voilà. Les futurs ont même certaines oubliées, parce que les séquences de cinéma, moi, dans des séquences, on en a pris vraiment celles dont on se rappelait, et puis c'est tout, puisque c'était pas notre sujet vraiment complet, quoi. Voilà, mais écoutez, voilà. Si vous avez des questions, oui. Ouais. Bien sûr qu'il y a Brice de Nice. Évidemment qu'il y a Brice de Nice. Moi j'aime beaucoup, je suis prêt à défendre coûte que coûte, j'aime beaucoup Brice de Nice. Et j'ai même vu le 3 au cinéma. Oui, Brice 2, on est les seuls à l'avoir, Brice 2. Vous l'avez peut-être déjà dit, mais vous avez mis combien de temps 2 ans à écrire et le projet mûrit depuis 10 ans et on a vraiment mis 2 ans d'écriture pleine. Voilà. Et après, dans un premier temps, il a fallu tellement, on a cherché les films. Moi, fait à peu près 800 DVD de sport, dont certains sont bien sûr sans américains ou japonais ou sans et puis non, on ne dira pas, mais voilà. Donc, et après on a trouvé d'autres ailleurs. Inconnus ou incroyables. Voilà. Non, par contre, je suis étonné. De manière je le faisais en toute connaissance de cause, mais je ne savais pas que sur YouTube, il y avait autant de films complets. Entiers. C'est énorme. Et on en a découvert vraiment des... On a trouvé là pas mal de petites perles, alors bon, souvent en version originale dans sous-titré et tout. Pas de très bonne qualité, mais nous ce qui nous intéressait c'est de pouvoir les voir, quoi. Voilà, de pouvoir les voir. Puisqu'en fait là, en gros sur les 5000 films, on a dû en voir 2500 à peu près, en gros. Et les 1200 qui sont là sont tous vus, quoi. Ceux-là, ils ont tous été vus. Et pour l'organisation du travail, on s'est partagé les sports. C'est-à-dire que chacun faisait un sport et on faisait relire à l'autre pour savoir si ça allait bien ou tout ça, ou si on savait qu'il y en avait un qui avait vu un film particulier qu'il aimait, c'est lui qui écrivait dessus. Voilà. Vous avez déjà écrit un livre ou à deux? À deux, non, pas encore, non. C'est le premier travail qu'on a fait à deux. Il m'avait déjà fait travailler sur des... Oui. Moi, j'avais écrit déjà un bouquin sur... D'ailleurs, c'est étonnant, il y a une petite anecdote aussi qui est marrante. J'ai écrit, en 97, le premier bouquin en français qui sortait sur Peckinpah, Sam Peckinpah. Et... en 2000... Les premières fois en fait. Comment? Ouais, je fais souvent les premières fois, ouais. J'essaie de trouver nouveau, et moi, écrire le 35e bouquin sur Jean Renoir, ça ne m'intéresse pas. Parce que je vois pas ce que je pourrais inventer de plus sur Jean Renoir, quoi. Voilà, bon, tout a été dit. Moi, quand je vois les gens qui encore font un bouquin sur Jean Renoir, je me dis, qu'est-ce qu'ils peuvent écrire sur Jean Renoir aujourd'hui, de nouveau. Bon, mais... Ça va te fâcher à Mérigeau, là. Oui. Non, mais c'est vrai que celui de Mérigeau est vachement intéressant, c'est vrai, parce qu'il a été chercher des documents que personne n'avait été chercher avant. Mais, alors, donc en 2000, je suis invité à Padoue, en Italie, où ils font une énorme rétrospective Peckinpah. Où là, j'ai pu quand même passer une semaine avec James Coburn, c'est quand même pas un truc... et Ali Magro. Et Ali Magro, oui. Ça, il le dit, voilà. moi. Et et tous les gens qui avaient écrit sur Peckinpah, donc en fait, il y avait peu de gens, parce qu'il y avait moins pour le français. En italien, il y en avait 2, et dont Caprara, qui est maintenant s'occupe d'un festival, je crois, je sais plus, de Rome, s'occupe du festival de Rome. Et puis, bien sûr, toute une ribambelle d'Américains. On a pu vraiment rester, on est resté en contact après. Moi, je suis toujours en contact avec ces Américains, donc Michael Bliss et Paul Sedor. Et Paul Sedor avait fait dans le DVD de La Honte Sauvage, avait fait un très joli documentaire. Il avait récupéré des images en 16 mm noir et blanc de quelqu'un qui avait tourné une sorte de making-of, et lui avait monté ce film-là. Et je me suis dit, tiens, il est monteur, c'est vrai aussi, il est monteur. Et on commence à faire des recherches, et il y a 2 grands cinéastes, deux cinéastes, parce que grand, ça voudrait dire très important et tout, c'est 2 cinéastes qui sont des grands cinéastes de sport, en tout cas. C'est Ron Shelton et David Ward, qui ont fait à eux deux 7 ou 8 films de sport, avec Kevin Costner, avec des grands acteurs comme ça. Ron Shelton, c'est Les Blancs ne savent pas sauter. Oui, Les Blancs ne savent pas sauter. Qui est un très bon film qu'il faut revoir. C'est très drôle, ça fonctionne très bien. Je regarde bien sûr les génériques, et dans les génériques, je vois montage Paul Sedor. Donc immédiatement, mail à Paul, et je lui ai dit, t'as été là, tu pourrais pas nous les faire rencontrer. Donc bien sûr, il nous a permis d'avoir de longs interviews avec David Ward et avec Ron Shelton, et je lui ai dit, mais toi qui as monté les films de Ron Shelton et de David Ward,
de sport, est-ce que ça te dirait de faire un article? Et il nous a fait un article sur comment Ron Shelton, David Ward montent les films de sport, montent des séquences de sport. Et c'est passionnant. Enfin voilà. l'ouvrage. Et il a été traduit par un ami qui s'appelle Jean-Paul Gabert, qui a fait toutes les traductions d'ailleurs. Et on le remercie beaucoup parce qu'il nous a fait ça par amitié. Quoi. Voilà. Et c'est pas évident de traduire. Monsieur Dubois aurait pu le faire peut-être aussi. Alors voilà. Ah oui, oui. Est-ce que Ludovic, on s'est dit, il aime un sport?